Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe Rufin. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de votre tout dernier ouvrage. Enfin, vraiment le tout dernier. Il s'agit de Un été avec Dumas dans la célèbre collection des éditions Équateur, parallèlement avec donc une coproduction avec France Inter, puisque ça va être une série d'émissions, de podcasts, si j'ai bien compris. Et donc, vous nous régalez déjà, je peux vous le dire. Je peux dire à tous les auditeurs qui ne vous ont pas encore écouté qu'on va passer un très très bel été avec Alexandre Dumas. Alors, un an après le formidable, l'immense succès qu'a été Le Comte de Monte Cristo porté à l'écran, avec Pierre Ninet dans le rôle titre, qui a enflammé la France entière, le monde même. On a redécouvert et on pensait que c'était une œuvre qui était très difficile d'adapter. Le producteur a mis les moyens, 3 heures d'enchantement, on ne voyait pas l'heure passer. Est-ce que ce livre, finalement, c'est aussi pour faire perdurer l'immense plaisir qu'ont connu tant de Français avec Alexandre Dumas? Et peut-être que cela vient rejoindre aussi votre propre amour pour Dumas. Dites-nous. Oui, alors bonsoir à tous. En fait, cette collection a sa propre vie, c'est-à-dire qu'elle a été créée il y a une dizaine d'années. Vous savez que ce sont des émissions qui ont lieu tout l'été à l'heure de grande écoute le matin, juste au moment du journal. Et puis elles sont reprises effectivement en podcast. Et au fil du temps, finalement, s'est créé une espèce de petit univers autour d'un été, un été avec. Alors ça a commencé avec Montaigne, qui avait été... ensuite, ça a continué avec Sylvain Tesson, un été avec Homer, etc. Il y a eu... voilà. Et Dumas était venu tout naturellement dans les thèmes qu'on voulait aborder, enfin que l'équipe de France Inter et des Équateurs voulait aborder. Et on me l'avait proposé déjà il y a 4 ans. Simplement, donc en dehors de toute actualité à l'époque. Okay. Simplement, j'avais pas le temps, j'étais pris par d'autres choses. Et en effet, le succès de Monte Cristo, le fait que de nombreux autres films, notamment autour des Trois Mousquetaires, sont sortis, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, ces derniers temps, a redonné une actualité à Dumas. Et donc, on me l'a proposé. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je me suis lancé dans cet exercice qui n'est pas facile. Hein, parce que... Non, effectivement, il y a un cahier des charges assez précis et une petite collection qui donne envie, qui rentre en profondeur à la fois dans l'œuvre, mais aussi dans la vie de l'auteur qui est abordée. Alors, êtes-vous depuis toujours un admirateur et un lecteur de Dumas? Et quand avez-vous découvert Dumas? Je pense que c'est Dumas qui m'a découvert là où j'étais à ce moment-là quand j'étais petit, parce que en effet j'ai toujours connu ces livres, je les ai lus très tôt. J'ai été élevé un peu comme lui d'une certaine façon, toute une partie sur son enfance qui montre que c'était un peu un sauvageon, c'est-à-dire que personne ne s'est vraiment occupé de lui. Lui dans son enfance il avait lu 2 livres, il avait lu la Bible et les Mille et Une Nuits. Les Mille et Une Nuits. Voilà, c'est tout. Et en fait, il n'a acquis sa culture, notamment sa culture historique, que très tard, beaucoup plus tard. Voilà. Et moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'étais élevé dans une maison de province, en grande partie par mes grands-parents. Donc il y avait des livres, oui, pas tant que ça d'ailleurs, mais il y avait des livres, mais on ne me guidait pas. On ne m'a pas dit, il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça. Bon. Donc je suis tombé, alors il y avait évidemment le livre de la région, puisque je viens du Berry, donc c'était Le Grand Maulne, évidemment, qui était le livre culte de la région. Donc là, évidemment, ça c'était obligatoire. Mais le reste, voilà, c'était des rencontres un peu de lecture. Et j'aimais beaucoup, étant enfant, ces feuilletons de Cap et d'épée, comme on disait, et pas seulement Dumas, il y avait aussi Paul Féval, il y avait les Pardaillan, enfin il y avait toute une série de choses. D'autant plus que, l'âge étant là, je me rends compte que j'ai vécu pratiquement la préhistoire, c'est-à-dire qu'il y avait à peine la télévision, il y avait un petit truc tout vert avec des lignes blanches et une chaîne. Voilà, il y a le cinéma, on n'y allait jamais. Disons que pour s'évader, il y avait que la lecture, si vous voulez. Voilà. Et comme je vivais en plus dans une ville qui était imprégnée d'histoire, parce que Bourges est une ville où l'histoire est restée très très présente dans les monuments, elle n'a pas été touchée ni par les guerres, ni par des transformations quelconques. Donc il y avait une sorte d'écho entre le décor,
hein, la beauté et la présence de ces monuments et ces livres qui se situaient dans l'histoire aussi. Voilà. Donc c'était assez naturel. Et donc c'est les Trois Mousquetaires qui vous ont choisi premier? Je pense que c'est... Oui, disons que voilà, c'était l'offre culturelle que j'avais, dont j'avais à ma disposition, si vous voulez. Voilà. Alors dans cet été, avec Dumas, bien sûr, vous replongez et ça nous fait découvrir aussi, si on ne la connaissait pas, la vie d'Alexandre Dumas, qui est une vie absolument foisonnante. Hein. C'est un roman en soi, sa vie est un roman. Un roman de Dumas, d'ailleurs. Un roman... multiples vies qui épousent à la fois, et c'est ça qui est très intéressant, c'est l'histoire politique de la France, mais aussi une histoire littéraire, son histoire littéraire. Ça, on la connaît moins. On sait à travers ses romans combien Dumas est attaché à l'histoire et à l'histoire politique. D'ailleurs, sous le roman se cache aussi le journaliste, l'historien passionné qui veut faire passer des messages. Mais on connaît moins, au sens son attachement aussi à la littérature et à ses compagnons d'aventure que vont être ceux du romantisme. Et donc c'est une vraie découverte. Est-ce que à travers ces deux passions, à la fois la politique et la littérature, est-ce que Dumas n'a-t-il pas été plus qu'un immense écrivain ? Oui, alors, si je peux reprendre juste une chose par rapport à cette question de cette époque merveilleuse, cette époque miraculeuse de cette génération 1830 qui a été incroyablement féconde, dans laquelle on trouve Hugo, Lamartine, Vigny, Dumas, évidemment, Balzac, etc. Enfin, il y a une fécondité extraordinaire de cette génération. Dumas est né en 1802, comme Hugo d'ailleurs. Donc les autres étaient soit un petit peu après, soit un petit peu avant, mais enfin il y avait toute cette génération. Et je pense profondément que c'était pas, d'ailleurs ça a été bien étudié tout ça, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que c'est une génération, et ça me touche beaucoup, qui est arrivée trop tard, qui avait conscience d'arriver trop tard. Il y avait eu juste avant la grande aventure napoléonienne. La France avait été un empire qui avait régné pratiquement sur le monde. Il y avait eu ces épopées, la campagne d'Égypte, ces maréchaux de 30 ans avec des cocardes sur leurs chameaux. Il y avait eu la retraite de Russie. Il y avait tous ces rois qui avaient été semés par Napoléon dans le monde, enfin dans l'Europe de l'époque. Donc il y avait cette histoire extraordinairement brillante, si vous voulez. Et puis patatras, Waterloo, la Restauration, le retour de Louis XVIII, la France qui, quelque part, s'affaisse un petit peu dans quelque chose de très gris, de très triste. Guizot qui dit « enrichissez-vous », c'est-à-dire l'idée que finalement c'est une sorte de prospérité qui doit être amassée de façon pacifique et patiente. Et évidemment, pour ces jeunes qui arrivent après ça, qui arrivent dans ce monde-là, il leur manque quelque chose. Et surtout Dumas, qui avait entendu l'histoire de son père qui était un général de la Révolution, qui était ensuite suivi Bonaparte en Égypte, qui s'est fâché avec Bonaparte quand il a compris que Bonaparte voulait devenir empereur, qui a été mis en disgrâce, qui a été renvoyé en France, etc., mais qui quand même avait rapporté de ça des tas de souvenirs qu'il a raconté à cet enfant. Il est mort, l'enfant était petit, il avait 4 ans, Dumas, quand son père est mort. Mais il a entendu beaucoup de choses. Et puis, après, l'épopée napoléonienne a continué. Il a vu passer Napoléon partant pour Waterloo, qui s'est arrêté pour changer de chevaux de sa berline à Villers-Cotterêts. Il l'a vu par la vitre ouverte, et puis... Une semaine après, il a vu le même empereur revenir battu, s'arrêter de nouveau à Villers-Cotterêts, et il le décrit par la même fenêtre, il l'a vu. Et donc, il faut imaginer à quel point cette génération avait le sentiment d'arriver trop tard. Et au fond, tout ce qu'elle avait raté, tout ce qui ne lui serait pas donné, il fallait qu'elle la cherche ailleurs. Et c'est dans la littérature, c'est dans le théâtre, c'est dans la fiction, c'est dans l'invention, c'est dans l'imaginaire qu'ils l'ont trouvé. Vous voyez, et par exemple pour Dumas, il y a un moment clé, c'est le moment où il est justement jeune à Villers-Cotterêts, il a 17 ans, il y a une troupe qui passe de théâtre et qui joue Shakespeare, qui joue Hamlet dans une version très très émondée, qui est la version du 6, qui est une sorte... Il voit ça.
Et alors qu'il n'a plus aucun espoir, il se dit c'est trop tard, moi de toute façon la vie de mon père je l'aurai jamais. Il y a eu la défaite, cette France c'est complètement devenu terne, etc. Et tout à coup au théâtre, il trouve l'imaginaire, il trouve la force de tout ce qu'il recherche. Voilà. Et il se dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Et donc, il commence à écrire des pièces de théâtre qui sont très mauvaises, d'ailleurs, au début, il écrit n'importe quoi, etc. Mais ensuite, il ira à Paris, et ça ne se démentira jamais, cette passion pour le théâtre. Pourquoi ? Parce que c'était une façon de vivre l'histoire en acte. Oui, c'est un espace dans lequel il pouvait retrouver justement tout ce qu'il n'avait pas dans la vie et tout ce qu'il avait imaginé, tout ce qu'il avait espéré de par les récits qu'on avait pu lui faire. Ce qui fait que c'est pas un théâtre classique qui l'a intéressé. Quand on a essayé de lui faire lire Racine, Corneille et tout ça, ça l'embêtait prodigieusement. Il avait très très peu lu le théâtre classique. Ce qui l'a intéressé, et ce qui a été l'éclair, c'est le théâtre anglais, c'est le théâtre shakespearien. Et il y a une chose assez drôle, c'est qu'il y a une troupe de comédiens anglais qui est venue à Paris. Dumas a fini par trouver un petit emploi à Paris, est arrivé ici comme gras de papier chez le duc d'Orléans, etc. Bon, bref, mais il n'avait toujours rien fait, si vous voulez. Puis à ce moment-là, donc 1823, arrive une troupe de théâtre anglais, des Anglais, qui viennent jouer en anglais Shakespeare à Paris. Et Dumas, il y va, et il ne comprend rien, parce qu'il ne parle pas anglais. Il parle italien, très bien, mais il ne parle pas anglais. Donc, il voit Shakespeare en anglais, il ne comprend pas les paroles, mais ça lui plaît. Pourquoi ? Mais parce qu'on se tue sur la scène, parce qu'il y a des passions, parce qu'il y a des... tout ce à quoi il aspire, c'est-à-dire un mouvement de cœur, la fraternité, la haine, l'amour, la vengeance, tout ça, il le voit sur la scène. Il ne comprend pas très bien le sens, mais il voit, et c'est ça qu'il veut. Et c'est pour ça que le théâtre romantique se construit comme ça, parce qu'il n'est pas le seul à penser comme ça. Et Hugo, dans la préface de Cromwell, quand il fixe les règles du théâtre romantique, fait la même chose, c'est-à-dire qu'il finalement... Tout ce qui était interdit par le théâtre classique, qui ne devait montrer ni violence, ni vous voyez, pas la mort, pas de suicide, pas d'embrassade, pas tout ça, au contraire, ils le réintroduisent. Et avec ce choc entre le sordide et le glorieux, etc., voilà qui va faire le théâtre romantique. Et ça, Dumas, il adore. Pour lui, c'est tout ce qu'il espère dans la vie. Alors comment arrive-t-il au roman et à quelle époque ? Parce que sa première pièce de théâtre, rappelez-nous quelle est-elle ? Celle son plus grand succès ? Alors la toute première qu'il a écrite, ça s'appelait, c'était Christine, mais qui était basée sur un petit paragraphe, on pourrait dire, qu'il avait piqué comme ça dans un livre d'histoire. Enfin, à la suite d'une exposition, d'ailleurs, il avait vu un tableau, il s'était renseigné. C'était Manuel Deschi et la reine Christine de Suède. Il ne savait pas du tout ce que c'était. Il a été regardé. Et puis, à partir de ça, il a bricolé un drame, mais qui n'était pas très, très bon, puis qui, de toute façon, a été arrêté par la censure. Enfin, il y a eu des problèmes. Donc, ce qui fait que le drame, avec la tragédie, le drame qu'il a rendu célèbre, s'appelait Henri III et sa cour. Bon, aujourd'hui, je ne vous conseille pas de le relire, c'est vraiment... nous, ça nous paraît, si vous voulez, presque ridicule, quoi. Enfin, parce qu'il y a justement cette outrance romantique qui nous paraît difficile on adhère mal à ça, évidemment. Mais lui... n'a pas de ce complexe du tout, il lance ça et c'est le succès immédiat. C'est-à-dire que c'est le succès immédiat, 1829, il est immédiatement célèbre, du jour au lendemain. Voilà. Et il est célèbre comme dramaturge. Voilà. Alors évidemment, il se prive pas d'en profiter. C'est-à-dire que lui, dès qu'il y a de l'argent, alors il claque, il s'achète des gilets de couleur, il s'achète des bracelets, des machins. Enfin, c'est vraiment... vous voyez, voilà. Et c'est sa vie, c'est-à-dire qu'il va gagner beaucoup d'argent dans sa vie, mais il va dépenser encore plus, toujours, comme si, finalement, comme il avait connu la misère dans son enfance. Sa mère était très pauvre. Vraiment, ils ont été
Ouais, Son père, il avait quel âge quand son père est décédé? Il avait 4 ans et sa mère a essayé de demander de l'aide auprès de l'empereur, etc., auprès de Napoléon, qui a toujours refusé. Et finalement, c'est les Bourbons, après la Restauration, qui ils lui ont donné un bureau de tabac, une pauvre femme, et ça lui permettait de survivre. Donc, à la différence d'Hugo, qui était un patricien, et qui, quand il parlait de la misère, il fallait qu'il aille la voir, fallait qu'il se déplace pour aller voir la misère. Dumas, il n'a pas besoin. Ouais, non, il avait autour de lui. Et il a donc eu toujours cette tendance, si vous voulez, d'abord à écrire pour gagner de l'argent, ça c'est certain, hein, je veux dire, il ne s'en est jamais caché, et puis à le claquer, voilà, c'est-à-dire comme si, au fond, il n'arrivait pas vraiment à prendre sa place parmi les nantis, comme si, au fond, sa vraie identité, c'était les pauvres, en fait. Et de ce point de vue, il était beaucoup plus authentique, à mon sens, qu'Hugo, hein, qui était certainement... qui était très attentif et très ému par la misère, par tout ça, mais qui ne l'avait pas jamais partagé, vraiment. Dumas, lui, il la connaissait. Donc, les romans, c'était votre question? Oui, c'est ma question. Les romans, ça vient tard. Ça vient à plus de 40 ans. Enfin, si on accepte le Chevalier d'Harmental, tout, qui sont des petits projets qu'il avait repris, mais sinon, les grands romans qu'on connaît tous, il avait plus de 40 ans. Et c'est 1843. C'est vraiment l'année charnière. Et donc, voilà, autour de 40 ans. Pour plusieurs raisons. En fait, c'est venu tard parce que il a appris son art, cet art qu'on trouve dans le roman, par morceaux, si je dirais. C'est-à-dire que l'art des dialogues, il l'a appris au théâtre. Il a appris ces pièces de théâtre. Même si elles ne valent pas tripette par certains côtés, elles sont vivantes. Il y a des dialogues très vivants. Ça, il sait faire. Il a appris à ce moment-là. Ensuite, les portraits, les paysages, tout ça, il les a appris en voyageant. Il a voyagé assez tôt parce que pour lui, le voyage, c'était une fuite. Chaque fois qu'il avait des ennuis en France, et Dieu sait qu'il en a eu, il fichait le camp. Voilà. Alors il partait, voilà. Et comme évidemment il fallait qu'il vive, il envoyait du papier, évidemment, donc il racontait ce qu'il voyait, etc. Et il a renouvelé pas mal la littérature de voyage, qui était surtout illustrée par les Anglais. Lui, il a fait une littérature assez fraîche, quoi, avec de la chair, quoi, raconte ce qu'il mange, les odeurs, les paysages, etc. C'est très vivant. Et donc les portraits, les paysages, c'est le voyage. Et finalement, si vous ajoutez tout ça, vous avez les romans. Et les romans commencent, au fond, comme souvent par un hasard, notamment le fait qu'il y a une crise du théâtre romantique. Ça, c'est indiscutable, avec notamment la chute des Burgraves dans cette année-là, qui marque un petit peu la fin. C'est-à-dire que les gens ont fini par en avoir marre de voir les gens se trucider sur la scène, se foutre des coups d'épée, etc. Au bout d'un moment, bon. Donc... Et puis, il y a par contre le roman, notamment avec Eugène Sue, si vous voulez, qui est Les Mystères de Paris, etc., qui a commencé au fond, à utiliser ces principes du théâtre romantique, mais en le mettant dans le roman. Mais c'était un feuilleton à la base? C'était des feuilletons. Et puis surtout, il y a Émile de Girardin qui a créé, qui a eu cette idée de génie, qui était un homme de presse, qui avait eu déjà l'idée d'introduire la publicité dans les journaux, ça c'était déjà génial. Et puis il a créé le feuilleton quotidien. Et là, le feuilleton quotidien, il y avait une demande énorme. Et tout le monde ne sait pas le faire. Ils ont essayé avec Balzac, par exemple, qui avait eu un contrat pour faire un truc qui s'appelait Les Paysans et tout, ça ne marchait pas du tout. Parce que Balzac prenait son temps, il fait des descriptions très longues. C'est pas du tout le même. Il faisait de bons livres, mais il s'est jamais plié vraiment à la mécanique du feuilleton. Dumas, déjà, il avait l'expérience du théâtre, donc avec ces espèces de cliffhangers, comme on dit aujourd'hui, avec ces moments comme ça de paroxysme, etc. Qu'est-ce qui va se passer à la suite au prochain numéro et tout. Lui, ça lui va. Ça, c'était vraiment quelque chose qui lui convenait très bien. Et donc, alors que tout allait mal à ce moment-là. En 1840 ans, il n'y avait que des embêtements, il y avait des faillites, des trucs, enfin bref, des problèmes personnels terribles. Mais justement, et il le dit, il y a des gens, quand ça ne va pas,
ils sont tristes. Et il dit, moi, quand ça va pas, je suis jamais meilleur que quand tout fout le camp, quoi. Voilà. Et il dit, il a cette image extraordinaire, il dit, c'est comme un orage avec des éclairs roses. Une image qui ne veut rien dire, mais qui, comme il les aime, et les éclairs roses, ça sera les Trois Mousquetaires. C'est-à-dire qu'il va tout d'un coup trouver, en piquant un bouquin, alors ça ne se fait pas, je dis ça dans une librairie, mais ça ne se fait absolument pas. Mais lui, il piquait les livres, voilà. Et il avait emprunté à Marseille, pas dans une librairie, dans une bibliothèque, il avait emprunté un livre d'un écrivain du XVIIIe siècle qui s'appelait Courtis de Sandras, et qui faisait des fausses mémoires. C'était assez marrant, qui écrivait comme ça, et il avait rencontré enfin, il n'avait pas rencontré, mais il a écrit les mémoires d'un chevalier qui s'appelait Debac de Castelmore, qui s'était illustré au siège de Maastricht, et il avait écrit les mémoires de D'Artagnan. Et donc, Dumas tombe sur les mémoires de D'Artagnan à Marseille, dans une bibliothèque, les prend, et c'est là où on voit son génie, parce qu'il faut comparer les deux textes. Il faut comparer le texte de Courtis Sandras et le texte de Dumas. Il y a plein de trucs qui sont pareils. Par exemple, tout le début, c'est D'Artagnan qui arrive en cadet de Gascogne sur son mulet, sur son bidet jaune, qui se fait foutre de lui, et qui rencontre trois frères, Athos, Porthos, Aramis. Voilà. Alors Dumas, par exemple, il prend ça, il garde l'arrivée, le mulet, tout là, machin. Mais les trois frères, il dit non, on va garder Athos, Porthos, Aramis, mais on ne va pas en faire des frères, on va en faire des frères d'armes. Et donc, il enrichit, il ouvre le truc. C'est-à-dire qu'au lieu d'être trois frères, c'est trois personnages complètement différents, avec des histoires complètement différentes. Déjà, ça ouvre les choses. Et il crée cette espèce de carré magique. C'est étonnant. Je pense que dans notre esprit, c'est un peu, vous savez, jungien, là, ces espèces de figures mentales qu'on a dans l'inconscient. Le carré, comme ça, c'est quelque chose. C'est les 4 saisons, c'est les 4 couleurs du jeu de cartes. Les 4 points cardinaux, enfin, il y a quelque chose. Et ces 4 personnages, donc D'Artagnan, la ruse, l'intelligence, etc. Athos, l'honneur, la fierté, etc. Voilà. Et une forme de désespoir aussi, d'ailleurs. Porthos, la force, la vanité. Hein. Et puis Aramis, espèce de faux dévot qui navigue entre une dévotion un peu suspecte, qui est plutôt la recherche du pouvoir ecclésiastique en vérité, et un goût des femmes, des aventures, comme ça, etc. Voilà. Ces 4 personnages vont créer quelque chose d'assez étonnant, qu'aujourd'hui on appellerait, pour les séries télévisées, une Bible. C'est-à-dire c'est la base, c'est le noyau, à partir duquel vous pouvez tirer autant d'épisodes que vous voulez. C'est-à-dire c'est vraiment... donc lui, il va en tirer 3 principaux, enfin en réalité qui sont faits de plusieurs, mais il y a les Trois Mousquetaires, il y a 20 ans après, il y a le Vicomte de Bragelonne, mais tout ça s'est bâti sur la même base, sur ces 4 personnages qui, au fil du temps, évidemment... évolue et se transforme. Il n'a toujours pris que des sujets d'histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est pour lui, l'histoire est absolument importante en tant qu'homme et en tant qu'écrivain. Non, il n'a pas pris que des sujets d'histoire. Par exemple, la pièce qu'il a vraiment rendue célèbre, parce qu'Henri III, ça a été la pièce qu'il a fait découvrir, mais la pièce qu'il a vraiment rendue sévère s'appelait Antony. Et Antony, c'était au fond l'histoire contemporaine. Ça se passait... c'était pas du tout en costume, si vous voulez, c'était totalement actuel pour l'époque. Et c'était au fond l'histoire de son amour un peu compliqué avec Mélanie Valdor, qui était une femme mariée, dont le mari était en garnison, était militaire, il était en garnison dans l'Est. Et Dumas a eu une histoire d'amour avec cette femme. Ça s'est passé plus ou moins bien que le mari. Enfin, je vous la fais courte, et puis peu importe. Mais dans Antony, si vous voulez, on retrouve une héroïne mariée
le mari en garnison dans l'Est, tiens donc, voilà, et Anthony qui est le personnage principal, qui est un peu Dumas, c'est-à-dire c'est un garçon qui ne sait même pas d'où il vient, qui n'a pas de famille, pas de titre, et qui a à peine un nom, si vous voulez, voilà, avec des origines assez mystérieuses. On n'a pas parlé de celles de Dumas, mais elles sont complexes aussi. Voilà. Et donc Anthony, c'est une pièce actuelle. Et il a écrit pas mal de choses qui sont... Mais effectivement, il a... C'est ce qu'on a retenu le plus. C'est Ou ses plus grands succès. Oui. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même que Monte Cristo, si vous voulez, pour lui... Oui, c'était contemporain, quasi. Presque. C'est-à-dire, c'était pas... Pour nous, c'est un récit historique, mais c'est toujours le vieux problème. Quand commence l'histoire, si vous voulez, est-ce que si vous racontez quelque chose qui s'est passé l'année dernière, est-ce que c'est de l'histoire? Bon, en fait, il y avait, disons, ça recouvrait une période qu'il avait connue. Voilà. Donc c'est pas tout à fait de l'histoire. Ou comme la San Felice, un de ses derniers romans. Oui, alors la San Felice, c'est carrément une histoire encore plus proche de lui, parce que c'était l'histoire qui se déroule à Naples, des Bourbons de Sicile, et son père, en revenant d'Égypte, avait fait naufrage chez eux, et c'est donc le roi Ferdinand qui l'avait emprisonné. Et donc, au fond, c'est l'histoire de son père, en fait, qui raconte. Voilà. Donc, c'est très proche de lui. Donc, c'est pas... Alors, effectivement, il y a ces romans du XVIe siècle, il y a La Reine Margot... Parce qu'il y a des grands cycles, quand même, qui marquent son œuvre. Voilà, tout à fait. Parce que c'est ça qui marque beaucoup quand on aime Dumas, quand on plonge et quand on a envie de lire et de relire et de lire et de découvrir plus de romans. C'est que quand je regardais à nouveau là, tout ce qu'il avait, toute son œuvre et tout ce qui est disponible surtout, parce que il y a tellement de choses qu'il a écrites mais qui ne sont plus disponibles, c'est que ce qui traverse quand même son œuvre, ce sont ces grands cycles historiques. Et c'est ces cycles-là qui ont beaucoup marqué. Oui, parce que derrière, ça n'est pas venu tout de suite, parce qu'il a fallu qu'il acquiert d'abord des connaissances historiques qu'il a acquises très tard, très tard, entre 20 et 30 ans finalement. Il y a eu une réflexion philosophique, c'est-à-dire qu'il y a derrière ces cycles historiques la volonté, qui, il faut le dire, est un peu ratée, parce que ça n'a pas survécu vraiment, mais c'était ça qu'il y avait derrière, de présenter une théorie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de mettre en scène les différentes étapes du passage de la féodalité à la monarchie, de la monarchie à la révolution, à la société moderne, etc. Et de montrer de façon quasiment égalienne, si vous voulez, cette espèce de marche vers la liberté, c'est-à-dire d'une construction de l'histoire orientée, ce qui correspond à sa conviction républicaine, c'est-à-dire que la liberté est une sorte de processus qui, au fond, commence très loin. Et c'est à la fois, c'est tout le paradoxe de Dumas, et c'est pour ça aussi que ça reste un peu obscur, cette volonté d'écrire l'histoire, c'est que c'est à la fois républicain, au sens où effectivement ça oriente vers un régime idéal qui serait celui de la liberté, donc de la République. Mais c'est aussi, et c'est ça toute son ambiguïté, c'est aussi à travers cette épopée historique très ancienne, une manière de démontrer que toutes les couches de la société ont participé à ce mouvement. Et que par conséquent, tout le monde a droit, dans cette société future de liberté, à un égal respect. Et c'est ce qui fait qu'il était profondément divisé d'un point de vue politique. Il était républicain, probablement plus que Hugo, d'une certaine manière, à une certaine époque. Hugo a fait quand même des odes royalistes sous Louis XVIII, pardon. Bon, Dumas n'a jamais fait ça. Il était profondément républicain, mais il était aussi, il le dit lui-même, très ami avec tous les princes de son époque. Et au fond, il avait un grand respect pour l'aristocratie, il avait un grand respect pour ces classes finalement issues de la féodalité et qui avaient contribué à construire l'épopée nationale. Voilà. Et il n'a jamais pu... vous voyez, il était républicain. Par exemple, il a fait le coup de feu pendant la Révolution de 1830 et tout. Mais il était très ami avec le fils de Louis-Philippe, par exemple.
Et quand il est mort d'un accident de cheval, il a été extrêmement triste et il s'est insurgé par la suite quand on a voulu, en 1848, abattre la statue de cet homme, de Ferdinand, duc d'Orléans, qui était donc le fils de Louis-Philippe. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu haïr personne. Et ça, c'est aussi une des choses qu'on aime chez lui. C'est cette espèce d'absence totale de sectarisme. Il n'avait pas un couteau entre les dents, c'était pas un sectaire, c'était quelqu'un qui pensait que la nation était faite de plein de morceaux, voilà, et que ces morceaux, ils s'ordonnaient au fil du temps de façon conflictuelle, et c'est ça qu'il décrivait dans ses romans, mais qu'ils allaient dans un certain sens. C'est peut-être pour ça, tout simplement, que c'est un génie, mais qui est aussi populaire en France et qui est aussi apprécié, aimé, mais même, je dirais, c'est viscéral. C'est ce que vous dites en démarrant votre ouvrage. Hein. C'est que passer un été avec Dumas, c'est passer un été avec un ami. Tout d'un coup, on est finalement, ça va être confort. On sait qu'on va passer un super moment et que, en fait, il va nous embarquer dans son histoire et dans l'histoire, en fait. Oui, parce que c'est une bonne manière de découvrir, si vous voulez, une époque, comme vous l'avez dit. Et cette époque, moi je préfère faire le voyage pour découvrir cette époque avec lui qu'avec même avec Hugo, vous voyez. Hugo, bon, beaucoup d'admiration pour Hugo, mais enfin, c'était quelqu'un qui, lui, pour le coup, était très rigide, un organisateur d'un mouvement, d'un cénacle, un peu disciplinaire, etc., un peu sectaire aussi. Hugo, il avait été royaliste, puis révolutionnaire, puis républicain. Dumas, il peut être les deux en même temps. Voilà. Et il y a ce côté généreux chez Dumas, qui se traduit déjà par la bouffe, hein, parce que le fait qu'il aime manger, qu'il aime la cuisine, qu'il aime... Bon, si vous voulez, ça montre une chose, c'est que derrière tout ça, il y a cette volonté de se repaître de tout. Moi, j'ai vécu au Brésil, et là-bas, ils ont ce truc avec les Indiens, vous savez, là, ils ont cet héritage anthropophage. Et les surréalistes au Brésil, Mario de Andrade, avait écrit un livre qui s'appelait... Enfin, c'est un article d'ailleurs qui s'appelait Le Manifeste anthropophage. Et il a expliqué aux Brésiliens, qui finalement ne s'intéressaient pas beaucoup à ces Indiens qui étaient pourtant leurs ancêtres, et il leur a dit, mais finalement, ce qui vous ont apporté ces gens-là, c'est votre capacité au Brésil à tout bouffer, à vous nourrir de tout. La musique qui vient d'Europe, vous allez la bouffer. La musique africaine, vous allez la bouffer. Vous allez manger tout ça, vous allez digérer tout ça, et votre culture, elle sera liée à ça. C'est une espèce d'anthropophagie culturelle, si vous voulez. Voilà. Et Dumas est coté comme ça, c'est un ogre. Vous voyez, et c'est toujours sympa de déjeuner avec un ogre, quoi, à condition qu'il ne vous bouffe pas. Expliquez-nous justement, pour rester sur ce sujet de l'histoire, ce rapport fasciné à l'histoire, lui qui aussi voulait faire partie de l'histoire, hein, qui partait faire le coup de feu dès qu'il pouvait, l'aventure. En fait, et c'est vrai que c'est très juste, vous dites que les romans de Dumas sont tournés non vers le passé, mais vers l'avenir, en fait. Et pas le futur, hein, c'est l'avenir. Oui, mais c'est une expression de Claude Schopp, d'ailleurs, auquel il faut rendre hommage, qui est un grand biographe de Dumas, qui l'a vraiment sorti de l'ombre. De l'ombre. Et il y a cette idée, mais c'est un peu dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à travers le mouvement de l'histoire, de montrer cet avenir qui est en marche et qui va vers la liberté. Donc effectivement, il est tourné dans ce sens. Mais comment dire, la construction de l'œuvre de Dumas, si vous voulez, je pense qu'elle s'est faite petit à petit et a posteriori, c'est-à-dire c'est en travaillant, il a commencé par faire un livre, 2 livres, enfin 2 romans, etc. Et que petit à petit, il les a organisés et qu'il a fini par avoir cette espèce de vision d'ensemble. Mais cette vision d'ensemble nous échappe. Disons que c'est pas ça qui nous intéresse. Et c'est très amusant de voir, vous avez parlé du film Monte Cristo, là, le dernier, le film avec Pierre Ninet. Si vous avez bien regardé,
le film n'a pas grand-chose à voir avec non, le roman. Il a été réécrit, mais Voilà, très astucieusement. Hein. Ils ont pris des libertés énormes, Oui. mais tant mieux. Il fallait que ça tienne en 3 heures aussi. Oui, il fallait que ça tienne en 3 heures, mais moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Ah, très bien, c'est très fidèle aussi à l'esprit. Voilà, c'est ce que vous dites, il est fidèle à l'esprit, mais à la lettre, pas du tout. Non, non, ça marche pas. Mercedes n'a jamais été noble, etc. C'était une pauvre catalane dans son petit village. Machin, Morel, le fils Morel a disparu. Enfin, il y a des pans entiers de trucs. Bon, ça c'est pas du tout ça. Et pourtant, c'est ça. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait chez Dumas cette volonté toujours un petit peu de construire, de démontrer, qui n'est plus ce qui nous attire. Nous, ce qui nous plaît, c'est justement la dramaturgie. Mais ça nous échappe, cette vision d'ensemble de l'histoire à travers. C'est trop lourd, c'est pas quelque chose qui nous interpelle. On ne va pas lire tout l'histoire à travers les romans de Dumas. C'est un projet presque positiviste, si vous voulez. Enfin, c'est un peu absurde. Alors que nous, on va au contraire se concentrer sur un moment. Et c'est vrai que le Comte de Monte Cristo a cette particularité. C'est que, bon, certes, c'est un feuilleton, mais ô combien efficace. Il fonctionne sur le même mode qu'on a vu tout à l'heure avec la Bible, etc., pour les Trois Mousquetaires. Sauf que, à la différence des Trois Mousquetaires, et puis de la suite, et 20 ans après, etc., ou de la Reine Margot, ou de celle des autres, il a une unité dramatique extraordinairement forte, c'est la vengeance. Voilà. Autrement dit, tout est repris, concentré. Et c'est ça qui fait sa puissance. C'est-à-dire, c'est à la fois un feuilleton, il y a tous les mécanismes du feuilleton, mais avec une unité, un pivot qui est la vengeance d'un homme. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Et au fond, Dumas a certainement voulu y mettre d'autres choses. Il avait une ambition pour ce livre. Il l'a arrêté d'ailleurs à un moment donné. Ça avait provoqué une émeute, parce que c'était un feuilleton, les gens connaissent la suite, mais comme il faisait autre chose, il avait un peu arrêté, etc. Et la deuxième partie du Comte de Monte Cristo est assez... on sent qu'il y a une volonté de démonstration par rapport à la société, par rapport à tout ça. Et nous, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la pureté, justement, de ce mouvement de vengeance unique qui structure le livre. Et de ce point de vue, le film est parfaitement en accord avec ça. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, en vous écoutant, c'est vrai que cette part de l'écrivain voyageur qui est beaucoup plus méconnue, mais qui est très belle à vous écouter aussi, finalement est très présente dans Monte Cristo. Parce que sa vie en Italie nourrit beaucoup Monte Cristo. L'Orient est très présent aussi. Et c'est vrai que ça... C'est à la fois un de ses romans les plus lumineux et les plus sombres. Oui. C'est-à-dire, ça aussi, c'est ce qui fait sa force. Parce que... alors là aussi, lui, il s'est basé sur un... Vous savez qu'il est parti d'un fait divers, en fait. Hein. Il avait trouvé... Parce qu'avec le succès d'Eugène Sue, là, des Mystères de Paris, les éditeurs qui veulent toujours cloner les succès, vous connaissez ça. Pardon pour le... Mais bref. En tout cas, donc quand un truc marche, voilà, on vous dit... Alors, on lui a demandé de faire les mystères... parce qu'il avait fait des impressions de voyage en Suisse, en Italie, etc. Bon, et on lui a dit, faites des impressions de voyage à Paris. C'était ça le contrat, pour essayer de faire un peu du Eugène Sue, si vous voulez. Donc les impressions de voyage à Paris, c'était pas du tout dans les salons, dans les beaux quartiers, non, c'était dans les bas-fonds. Alors bon, il a dit ok, et puis les bas-fonds, il n'y allait plus, il était déjà très célèbre, il avait beaucoup d'argent, et les bas-fonds, c'est plus son truc tellement. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé aux archives de la préfecture de police, et il est allé regarder un peu les faits divers. Et il en a trouvé un qui était... La vengeance et la perle s'appelait Petit fait divers. Mais alors quand on lit le dossier lui-même, c'est fascinant parce que vous avez la trame de Monte Cristo direct. C'est-à-dire c'est un type qui va se marier. Ça se passe à Paris, hein, puisque forcément c'est les archives de la Seine. C'est un gars qui va se marier. Il va dans un bistrot. Il raconte ça à ses amis. Il va se marier avec une héritière, une femme très riche, alors que lui ne l'est pas. Les autres sont jaloux. Et quand il a quitté le bistrot, les autres disent « Dis donc, celui-là, attends, on va le... » Et il le dénonce comme agent anglais. Il se fait emprisonner. C'est l'histoire de Monte Cristo. Sauf que ça se passe à Paris.
que c'est sinistre. En réalité, c'est sinistre parce que le gars, finalement, est mis en prison. Là, il rencontre un Italien qui lui donne le secret de sa fortune. Et en sortant, donc ça, c'est l'histoire vraie, l'histoire policière, hein, telle qu'elle est dans l'archive. Donc, il a cet argent. Grâce à cet argent, il va assassiner tous les gars qui l'ont dénoncé les uns après les autres, sauf qu'il y en a un qui le piège et il se fait tuer. Ça, c'est la vraie histoire. Vous voyez ? Et donc, le truc est bien, c'est intéressant. Dumas, il a dit, c'était une huître, et dans cette huître, il y avait une perle. C'est comme ça qu'il a défini le truc. La perle, c'était ce cœur de l'histoire. Et ça, c'était son génie. Il savait faire ça. Prenez une histoire, voyez ce qu'il y avait dedans, sauf qu'il a tout changé. C'est-à-dire que ça se passe à Marseille. Il connaissait bien la région. Le château d'If, il avait navigué avec le fils du roi de Westphalie, qui était le frère de Napoléon, là. Il avait vu ce château d'If. Ils étaient même passés devant l'île de Monte Cristo, mais sans y aborder. Et on l'avait dit, c'est l'île de Monte Cristo. Et du coup, ça ne lui avait plu bien longtemps avant. Hein. Il s'était toujours dit, je ferai un livre là-dessus. Donc, il s'est dit, voilà. Et puis, le truc, c'est l'Italie. Alors, il situe, au lieu de situer ça à Paris, dans les bas-fonds, un truc triste, etc., il situe ça à Marseille. Soleil. Soleil, c'est tout le début du livre, c'est le grand soleil. Ensuite, il l'emprisonne, pas à la Bastille, dans un truc humide et tout. Non, château d'If. Voilà. Et l'évasion se fait au château d'If. Et puis, il y a l'abbé Faria. L'abbé Faria qui existe dans l'histoire, hein, qui était un jésuite portugais qui faisait du spiritisme et tout ça. Bref, et qui lui donne sa fortune. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il prend tous ces morceaux comme ça, mais il les déplace dans un décor qui lui plaît. Et ce décor, c'est celui du bonheur, c'est celui de la lumière, celui de l'Italie pour lui, puisque c'est un pays qu'il connaît bien, dont il parle la langue, où il vivra pendant des années. Et en contrepoint, il y a la France Louis-Philipparde, la France mesquine, la France de l'enrichissez-vous, la France des bourgeois qui fricotent, qui boursicotent, etc., etc. Et donc, c'est à la fois un roman très noir, tout à un côté, et en même temps, il y a toujours ce contrepoint de lumière. Et ça, c'est la recette gagnante, évidemment. Alors, l'heure tourne. J'ai des milliards de questions à vous poser encore, mais je pense qu'il y en a oui. Mais il y a de quoi avec Dumas. Est-ce que vous y aurait des questions ? Est-ce que vous avez envie de poser des questions ? J'en ai d'autres en réserve, mais est-ce que quelqu'un aimerait poser une question ? Bon, en attendant que ça se décide, je voulais qu'on parle d'Auguste Maquet. Alors, quand on est fou de Dumas, il faut quand même bien aborder le petit point noir qui est un peu chatouille tout amoureux de Dumas, qui est « Mais comment n'a-t-il pas écrit tout seul, non visiblement ?» Alors, quel est le rôle exact d'Auguste Maquet dans l'œuvre de Dumas ? Non, c'est pas un point noir, mes yeux. Il s'en est pas caché d'ailleurs. Il a pratiquement toujours utilisé des collaborateurs. C'est-à-dire que, pas pour ses toutes premières pièces, mais dès qu'il a gagné suffisamment d'argent, il a quitté son emploi au Palais Royal. Là, et là, il fallait qu'il gagne des sous. Et puis beaucoup, parce qu'il aimait bien. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire ? Il a commencé à reprendre des projets qu'on lui amenait. Par exemple, il y avait des jeunes auteurs qui n'arrivaient pas à se dépatouiller d'une pièce, qui avaient fait le plan, etc. Donc, on lui proposait. Mais il n'était pas le seul à faire ça. Hein. Donc, il bricolait. Souvent, les directeurs de théâtre faisaient ça. On leur proposait une pièce, elle était mal foutue. Alors, ils demandaient à un auteur confirmé. Et le meilleur exemple, c'est La Tour de Nesle. Hein. La Tour de Nesle, c'était un jeune homme qui avait écrit cette pièce. Bon. Alors, c'est une histoire aussi très rocambolesque. Moi, sur La Tour de Nesle, je n'ai pas compris comment ça peut faire un succès. C'est vraiment tellement bidon. Enfin, bref. En tout cas, c'est l'histoire de... Bref, de la reine qui tue ces jeunes gens, dont un est son fils, dont elle a par ailleurs abusé, enfin des histoires d'inceste, des machins, bref. Mais ça marche. C'est typiquement dans le théâtre romantique, ils adorent. Ils adorent, c'est glauque, c'est violent, ça, ils adorent. Bon, Dumas reprend la pièce, enfin on lui demande, c'est un directeur de théâtre qui lui dit « J'ai ce truc, je ne sais pas quoi en faire, c'est mal foutu » et tout ça. Il reprend la pièce, il la bricole, il la rend et il dit « Je ne veux pas être cité ». Il dit débrouillez, par contre, je veux bien te payer. Donc il est payé,
il ne veut pas être cité, on met le nom de l'auteur, du jeune auteur, on met en gros, mais évidemment, les auteurs de théâtre, un peu comme les éditeurs, hein, s'ils peuvent... oui. Alors, ils ont mis le nom de jeune auteur, puis ils ont mis « et », puis 3 étoiles. Donc, Dumas était très célèbre, tout le monde a compris que s'il y a un deuxième auteur, ça pouvait être que lui. Donc, c'était transparent, c'est-à-dire que, ben oui, c'était lui. Voilà. Donc ça lui a valu plein d'ennuis, parce que le jeune auteur a demandé des sous, alors il lui en a donné d'ailleurs, parce qu'il n'était pas un chien pour ça, mais après il lui a fait un procès, après il l'a provoqué en duel, il y a eu un duel ridicule, enfin bref, il s'en sortait pas. Mais vous voyez, c'est une histoire dans laquelle finalement, bon ben voilà, il avait repris ça. Il a fait ça souvent. Par exemple, le Chevalier d'Harmental, c'était un projet de Maquet au départ. Et puis Maquet, il n'y arrivait pas, il lui avait proposé. Georges, son roman Georges, c'est pareil, c'était un projet de quelqu'un d'autre qui est allé lui apporter, parce que c'était une histoire d'un métis. Et l'auteur de ce projet lui a dit, moi j'y arrive pas, mais vous êtes métis, ça vous parlera, vous allez y arriver. Et il a repris le roman comme ça. Donc il a fait ça tout le temps. Sauf que il y avait des collaborateurs avec lesquels, bon, c'était ponctuel, si vous voulez. Ça se passait plus ou moins bien. En général, il les payait bien. Ceci n'était pas, il n'était pas chien. Il était pas... Mais bon, voilà, il y avait une collaboration, 2 collaborations. Maquet, sa première collaboration, vraiment, c'est en 1843. Et en effet, il y a un attelage gagnant, là. Il y a un attelage gagnant. Maquet, c'est un homme qui est assez modeste, mais qui avait de grandes ambitions littéraires, qui a fait partie du Cénacle de Victor Hugo, des Jeunes France, là. Il trouvait qu'Auguste Maquet, ça faisait un peu plouc, alors il se faisait appeler Augustus MacKeats, vous voyez, ça faisait plus chic. Bon, mais ces pièces, tout le monde s'en foutait, ça ne marchait pas. Et c'était le premier à apporter à Dumas des projets. Et puis, il avait fait des études universitaires d'histoire. Et donc, ils ont commencé à collaborer. Et ça a fonctionné d'une façon extraordinairement puissante pendant environ 10 ans. Mais les tout premiers temps, les grands romans, de toute façon, hein, que ce soit Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, le Comte de Monte Cristo, etc., c'est 3 ans. Hein. Ces 3 années, de 43 à 45, c'est vraiment une fécondité incroyable. Ils étaient enfermés à Saint-Germain, là, dans 2 pièces différentes, et ils bossaient, il se passait les trucs, toi tu me prépares ça, tu me prépare-moi le truc, enfin, voilà, l'autre il allait fouiller dans un livre d'histoire, il proposait quelque chose, Dumas prenait ça, mettait de la couleur, mettait de la vie, mettait des trucs, etc. Donc voilà. Et c'est une espèce d'attelage bizarre. Mais... c'est pas un nègre, parce que j'ai lu, c'était un nègre. C'était un nègre de Dumas. Est-ce que c'en était un vraiment ? Parce qu'on aime bien penser qu'en fait, les génies ne sont pas des génies et que derrière, il y a un pauvre type qui est dans la cave enfermé et qu'on ne paye pas et qui fait le boulot et que personne ne reconnaît. On aime bien cette idée que... voilà, mais Maquet, je suis désolé, c'est pas ça. Et d'ailleurs, quand il a arrêté la collaboration avec Dumas, il a continué à faire des choses tout seul, et ça n'a jamais eu le moindre intérêt, ni ses pièces, ni ses romans. Donc, si vous voulez, mais il y avait un alliage humain assez incroyable. Et Maquet, d'ailleurs, pendant très longtemps, juste à la fin, quand ils se sont mêlés des histoires d'argent, quand Dumas était contraint à l'exil en 1851 parce qu'il avait fait faillite, parce qu'il me disait, enfin bon, on va pas tout vous raconter, vous avez qu'à lire le livre. Il faut écouter d'abord. Non, mais lui, il savait pas comment faire pour claquer son argent. Donc dès qu'il en gagnait, il trouvait un moyen nouveau. Donc premier moyen, c'était de créer un théâtre. Parce qu'au fond, il y avait que ça qu'il aimait, c'était le théâtre. Donc il a créé son propre théâtre, c'était un gouffre évidemment. Ensuite, il a... alors, deuxième moyen de se ruiner, c'était ses aventures féminines. Alors ça, bon, j'en passe, je passe. Et puis le bateau, il s'est acheté un bateau, pareil, un gouffre, évidemment, tout ça. Bon. Donc à chaque fois, il perdait tout.
Et à tel point qu'en 1850, il a été obligé de ficher le camp. Alors il a masqué ça derrière, comme il venait d'y avoir en 1851, il venait d'y avoir le coup d'État de Napoléon III. Donc évidemment, il a masqué ça derrière une grande noblesse révolutionnaire. Il s'est mêlé aux exilés politiques, mais en fait, lui, c'était pas un exilé politique, c'était un exilé fiscal, tout simplement. Et il s'est retrouvé en Belgique. Bon, et à ce moment-là, Maquet a commencé à en avoir marre parce que il était plus payé, etc. Mais c'était pas tellement une rébellion justement de nègres, de trucs. C'était plutôt ouais, c'était un moment qui s'est passé. Et je dois dire une chose, c'est que Maquet est mort dans son lit, dans son château. Parce qu'avec l'argent de ses collaborations, il avait acheté un château. Lui, il avait très bien géré tous ses petits sous. Et il est mort entouré de sa famille, bien plus tard, évidemment d'ailleurs, et dans une grande prospérité, si vous voulez. Donc on ne peut pas en faire non plus une espèce de victime misérable qui aurait été piétinée par Dumas. C'est plus compliqué que ça. Je pense aussi que c'est le côté pantagruélique, finalement, de Dumas, cette force de travail, ce bourreau de travail, de passionné aussi, qui interpelle, parce que quand on voit la liste des romans qui sont des monuments, et puis ce ne sont pas des petits romans à chaque fois, hein, ce sont de ces cycles, c'est plusieurs centaines de pages. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, si on voulait faire ça, ce qui ne fonctionnerait pas d'ailleurs, parce que n'est plus dans cette période, mais enfin, si on voulait en tout cas avoir une productivité de cette nature, il faudrait, soit l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ChatGPT et autres. Alors, je ne dis pas que Maquet, c'était ChatGPT non plus, mais quand même, il y avait un côté comme ça, c'est Wikipédia. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui allait lui fouiller dans les bibliothèques, dans les trucs, etc. C'est très important. Mais ce qui faisait le génie, ce qui faisait la vie dans les livres, moi, je suis absolument convaincu, effectivement, que c'est Dumas qui les mettait à partir de ce matériau qu'il absorbait comme ça et qui digérait. Puis Dumas, c'est le sens de la formule, hein, quand même. Je vous cite, vous en citez plein, mais « Vous serez 14 ans la veuve d'un vivant, et le reste de votre vous serez l'épouse d'un mort. » Oui, ça, c'est dans Le Chevalier de Saint-Hermine. C'est ça. Il aimait bien les prédictions. Oui, oui. Il aimait bien les prédictions et il a construit souvent dans la San Felice, c'est pareil. Et les romans étaient souvent construits sur une prédiction qui, finalement, que le roman réalisait ou ne réalisait pas. Finalement, il aimait bien ça. De toute façon, il croyait beaucoup aux esprits. Il était habité par ces idées. Le spiritisme était à la mode à l'époque, mais lui, il y croyait beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aurait une question ? Toujours pas de question. Alors, je vais vous poser une question. Quel est votre roman préféré de Dumas ? Est-ce que vous en avez un préféré ? Ou une tendresse particulière, ou associée à des souvenirs particuliers ? Oui, vous en avez parlé. La San Felice, c'est certainement un des livres qui m'a le plus touché parce que... Oui, vous lui rendez hommage. Parce que moi, j'aime aussi beaucoup l'Italie, je parle aussi la langue, etc. Et il y a quelque chose dans ce roman qui... Tout n'est pas bon, la construction n'est pas forcément très bien faite, d'ailleurs elle est un peu chaotique à certains moments, mais il y a la conjugaison, si vous voulez, de deux choses, c'est-à-dire un lieu qu'il a aimé, et qui voit d'ailleurs aussi avec ses côtés noirs, hein, parce que Naples n'est pas décrit uniquement de façon touristique. Hein. Il y a ce lieu, il ne faut pas oublier qu'après la victoire de Garibaldi sur les Bourbons des Deux Siciles, Dumas a eu des fonctions. Garibaldi lui a donné des fonctions là-bas. Il a donné une maison de fonctions à Naples, qui donnait sur la baie de Naples, Posillipo, etc., où il a vécu. Donc il y a ça. Donc ça vibre par rapport à sa vie. Il raconte pas un truc. Il nous parle pas des forêts du Canada ou je sais pas quoi. Non, il parle d'un lieu qu'il a connu et qu'il a aimé, où il a passé des années. Et puis c'est son père. C'est l'histoire de son père. Parce qu'au fond, tout ce qu'il raconte, c'est l'arrivée des Français, cette république parthénopéenne qui a été créée dans la région donc, de Naples, par Championnet, par les révolutionnaires français, qui a été une espèce de parenthèse comme ça, assez étonnante. Et je trouve que ce roman a quelque chose
quelque chose de très vibrant. Voilà. Et il l'a écrit seul. Parce qu'il n'a pas non plus toujours été aidé. Hein. Voilà. Et un autre éventuellement qui vous touche? Un autre, alors il y en a un que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. J'ai relu, c'est La Tulipe Noire. Ah oui. Mais j'adorais ce bouquin qui a été un peu maltraité au cinéma parce que c'était quand ils avaient acheté les droits, ils pensaient que c'était un truc de KPDP, alors que c'est pas ça du tout. Mais c'est un livre assez original et assez sensible et qui n'a rien à voir avec les autres aussi. Alors, il est temps de nous quitter. S'il n'y a pas de questions, est-ce que quand même il y a le temps d'une question, si vous aviez envie? Moi, je ne peux que vous conseiller de lire Jean-Christophe Rufin, donc Un été avec Alexandre Dumas, puis de vous précipiter sur Dumas. Non, pas du tout. Il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas évoquées, notamment les femmes, notamment la cuisine, notamment ses racines familiales qu'on n'a pas pu évoquer. Voilà. Et puis j'aimerais conclure par 2 citations qui lui rendent un immense hommage. Dumas, c'est la vie, c'est George Sand qui le disait, et Victor Hugo d'ajouter: il n'y a pas de ténèbres en lui, c'est un homme qui nous porte vers l'avenir. Merci beaucoup, Jean-Christophe Rufin. Merci.